Merci pour ce diaporama. Vous avez bien voulu le passer. Il est très identitaire. Il va m'aider à ne pas perdre pied. Voilà. Mais je voudrais dire dans un premier temps que lorsque Christina m'a sollicité, j'ai eu un temps d'hésitation. Un temps d'hésitation, mais très court, parce qu'elle a pris appui tout de suite sur un ami commun. Elle a pris appui sur un ami commun avec lequel j'ai pu, pendant 18 ans, il était président de la Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées, j'avais en charge la commission agricole, et au nom de cette complicité, de ce partenariat, j'ai dit oui, et je vous avoue aujourd'hui que je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que, bien que prenant appui sur une parcelle, la petite parcelle, je vais vous parler de l'Aubrac et de mon action sur ce territoire, j'ai pu, à travers les différentes interventions, j'ai pu percevoir qu'il y avait nombre de points communs et que l'on pouvait sans difficulté aller du local au global. C'était un peu le thème qui m'avait été demandé, le terroir et les échanges mondiaux. Alors, je voudrais quand même vous demander la permission, en préalable, d'approfondir un peu ce qu'on entend par terroir. De quoi parle-t-on quand on parle d'un terroir? Certes, et c'est un élément de plus qui m'a encouragé à vous rejoindre, parce que j'ai fait un parallèle à travers efficience. J'ai cru percevoir des notions de volonté, de détermination, d'adaptation, d'évolution, de performance. Et je garde en moi c'est pas une maxime, c'est une affirmation de l'Institut national des appellations d'origine qui dit « La notoriété d'un terroir est toujours issue de la notoriété d'un produit, d'un objet, d'une race animale, donc de l'action des hommes. » Et partant de ce parallèle, si vous voulez, j'ai apprécié, et c'est en toute confiance que je suis venu échanger avec vous. Alors, de quoi parle-t-on quand on prononce ces deux syllabes qui font l'objet de beaucoup de revendications, parfois d'usurpation, parce que vous savez, c'est facile pour des spécialistes du marketing, du packaging, de faire à partir d'une image, de proposer du terroir. Et il y a aussi, on doit le dire, les adeptes du terroir caisse. C'est toujours... et le terroir en tant que tel ne peut pas être d'un retour rapide. Il s'exprime dans la durée et dans le temps. Il est tout à fait en phase avec le développement durable. J'ai pu, au sein d'une association auquel je participe au titre de l'Institut des appellations d'origine, association qui s'appelle Terroir et Culture, travailler avec d'autres sur ce qu'on entend et qu'on voudrait proposer dès l'instant où on revendique le terme de terroir. Alors là, pour être précis, je vais lire cette définition qui est la suivante. Un concept de terroir mérite discussion et précision. Précision pour pouvoir être davantage partagé dans le monde. Pour se donner une base de départ, nous considérons la définition suivante, définition retenue à l'édige d'un rassemblement organisé par l'UNESCO. C'était en novembre 2005, sur la base de travaux conjoints de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, et de l'INAO, Institut national des appellations d'origine. Alors ce concept de terroir, dans le contexte de standardisation
et d'uniformisation engendrée par la mondialisation des échanges, comment maintenir et valoriser le patrimoine local, biologique, culturel, matériel et immatériel, relier, j'en ai parlé, relier développement local et développement global. Comment parvenir à concilier le nécessaire développement économique et social de nombre de territoires ruraux avec la conservation de l'environnement et la préservation des valeurs culturelles et naturelles. Certains systèmes complexes ont su trouver une voie d'équilibre à travers la valorisation des liens entre nature et culture, diversité biologique et culturelle, à travers l'échange, la vente de produits ou de services comportant une typicité territoriale et culturelle, on les qualifie de terroirs. Définition adoptée donc lors de ces rencontres internationales sous l'égide, je répète, de l'UNESCO. Un terroir est un espace géographique délimité, défini à partir d'une communauté humaine qui construit au cours de son histoire un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et de pratiques fondées sur un système d'interaction entre le milieu naturel et les facteurs humains. Les savoir-faire mis en jeu révèlent une originalité, confèrent une typicité et permettent une reconnaissance pour les produits ou services originaires de cet espace et donc pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et innovants qui ne peuvent être assimilés à la tradition dans la mesure où celle-ci ne tourne pas le dos à la modernité. Voilà ce que je voulais vous dire en préalable. Et maintenant, avec tout ce que je peux vous apporter en tant que témoignage ou vécu, bien, je vais vous entraîner dans ce que j'appellerai des travaux pratiques. Alors pour cela, vous m'y avez autorisé. Je vais donc revenir sur mon territoire, mon terroir de l'Aubrac, qui est un espace situé au sud du Massif central. On dit que c'est la région volcanique la plus méridionale du Massif central. Et en fait, ce territoire porte l'empreinte encore et des traces de l'activité volcanique. On dit qu'il est marqué, qu'il a été marqué dans sa configuration hydrogéomorphologique par les effets de l'eau et du feu, ou du feu et de l'eau. Alors, c'est un pays d'altitude, le climat, la nature du sol, le relief, et l'agriculteur que je suis et que je reste peut vous certifier que la politique agricole commune n'a rien changé à tout cela. Donc, sur cet espace très identitaire, je regrette de ne pas avoir apporté la carte hydrogéomorphologique. Sur cet espace très identitaire, eh bien, au fil du temps, au cours des siècles, nos ancêtres se sont efforcés d'extraire une ressource qui, dans un premier temps, avait avant tout un caractère vivrier. Pour survivre, pour fixer le peuplement, en quelque sorte, il fallait, avec les moyens du bord, eh bien, obtenir de quoi faire fonctionner le territoire. Et tout de suite, et vous l'avez compris en regardant les images, c'est par troupeaux interposés qu'on a pu réaliser les conditions du peuplement, de la survie, et puis ensuite et progressivement de l'échange et de l'économie.
Alors, rappeler une évidence, quand on est à 1000 mètres d'altitude sur un territoire tourmenté, une terre âpre qu'il faut rendre généreuse, eh bien, il faut comprendre que pendant longtemps, bien les populations de ces régions se sont d'abord concentrées sur la satisfaction des besoins impératifs. Il fallait se nourrir, et la ressource, d'où pouvait-elle venir? Bien tout simplement de la végétation, de l'herbe, qui était la seule production possible dans ces territoires. De plus, et c'est une difficulté qui compte et qui explique un peu le cheminement par la suite, la végétation, compte tenu de l'altitude, est à durée très limitée. Les tableaux qui vous sont présentés concernent des pâturages où la période de végétation dure à peu près 3 mois et demi. Comment faire, malgré et avec toute la bonne volonté du troupeau, le savoir-faire des éleveurs, comment faire pour, partant de ces 3 mois et demi, eh bien, obtenir de la nourriture, obtenir une ressource durable qu'on peut déployer dans le temps. Alors, pour aller sur quelques éléments essentiels, je dirais donc que du troupeau, on obtenait par la vache nourricière, mais qui était aussi la source d'énergie. L'énergie, la nourriture, l'élément fertilisateur. Et cette complicité, j'ose parfois parler d'intimité entre l'éleveur et le troupeau, tellement ils étaient dépendants l'un de l'autre. Et je fais là un parallèle. Il est parti, l'intervenant qui a parlé d'instinct et d'intelligence. Sachez que j'ai bien enregistré cette présentation hier. Alors, le troupeau prenait une place prépondérante, et pour vous donner quelques images qui marquent et qui ont marqué, je reviendrai ensuite sur ce qu'a été en 1960 l'action du CNRS, Centre national de la recherche scientifique, qui pendant 3 années consécutives a arpenté ce territoire et l'a exploré. Mais pour vous donner des images fortes, qui pourraient paraître désuètes aujourd'hui, mais qui traduisent parfaitement la place du troupeau. Je citerai la statue du taureau de l'Aïole qui domine la place du village, qui n'est pas très ancienne. Elle a été érigée en 1947. Et ce jour-là, j'étais jeune adolescent, je me souviens, on n'a pas fait la fête. On n'a pas fait la fête parce que c'était le début du déclin de la race locale. Et les éleveurs avaient décidé, avec l'appui de leurs compatriotes parisiens, de garder quand même un spécimen. Et à ce moment-là, le taureau était un peu considéré comme la statue du souvenir, j'ose pas dire le monument aux morts, statue du souvenir. Aujourd'hui, il a complètement changé de destination, il est devenu le blason du territoire. Une autre image plus profonde encore pour vous permettre de bien situer cette relation entre l'éleveur et puis cet élément vivant essentiel pour lui qui était pour l'énergie, la nourriture, etc. Bien, c'est tout simplement un trait d'histoire ou un épisode familial qui a cessé maintenant, mais qui pendant des siècles a marqué. Vous savez, ça fait déjà quelques années que j'ai cédé mon troupeau, mon exploitation à mes 2 enfants, mes 2 fils qui ont pris le relais.
il me laisse quelques espaces où je peux travailler. C'est pour moi salutaire. Il y a un pacte entre nous. En contrepartie, je me suis engagé à leur donner quelques renseignements, pas trop de conseils. Bien, je reviens à cette image forte qui date du temps où l'éleveur ne transmettait qu'après son dernier souffle. Il ne transmettait qu'après son dernier souffle. Et bien souvent, je revois cette architecture des fermes de chez nous, architecture à nu, la maison, 2 étables, l'étable des bœufs, l'étable des vaches, l'énergie, l'apport nourricier. Eh bien, c'est une phrase que j'ai retenue. Elle m'a été transmise oralement par les générations précédentes et je vous la donne en occitan. Je traduirai ensuite, vous verrez que c'est une image forte. C'est l'aïeul qui, dans ses dernières recommandations, un peu comme un post-scriptum après son testament, dit ultime recommandation. Comme meires que mon dernier moment est arribat et que le curat sera portit, attropelas le bocado pel curtiau, pour tamer à la fenêtre l'aisamaki. Quand vous verrez que mon dernier moment est arrivé et que le curé sera reparti, apportez-moi à la fenêtre, rassemblez le troupeau dans la cour et vous me laissez là. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour dire ce que représentait sur l'Aubrac le positionnement du troupeau, cet élément vivant qui avait permis aux hommes de se fixer, d'assurer le bon fonctionnement du territoire. Alors en 1960, contre toute attente, on voit des équipes composées d'agronomes, de sociologues, d'ethnologues, prendre d'assaut le plateau. Et on les voyait déambuler munis d'un appareil photographique, d'un chronomètre, et puis ils prenaient des notes. Prenant des notes, et je me souviens à l'époque leur avoir posé quelques questions, puisqu'ils étaient largement répandus sur tout le secteur. Alors ils nous disaient, et on n'avait pas toujours conscience de ce que ça voulait dire, ils nous disaient, vous êtes les derniers à tourner une page, mais vous allez la tourner. Et avant que cette phase soit accomplie, on voudrait bien photocopier. Parce qu'on a connaissance de ce qu'a été l'organisation de ce territoire, c'est parce qu'il avait su bien caler son fonctionnement que vous résistez au tracteur, que vous résistez à la mécanisation. Et en fait, sur l'Aubrac, le tracteur est arrivé dans les années 60, 65, 15, 20 ans après nombre d'autres régions de France. Alors je comprends pourquoi on résistait à l'époque et nos parents s'efforçaient de nous convaincre surtout, de nous convaincre de ne pas partir dans l'inconnu en achetant un engin dont ils disaient que là où ils passaient, l'herbe ne repoussait pas. C'était tout simplement pour sauvegarder cette capacité de production et de trait d'énergie, en quelque sorte. Le tracteur était le concurrent, on le refoulait. Il faut savoir que les bœufs dressés, une des missions de ces éleveurs, c'est ce qui provoquait cette relation souvent avec le troupeau, était aussi de dresser des bœufs. L'énergie animale partant de l'herbe, énergie renouvelable, on dressait des bœufs. La plus-value de l'animal dressé et apte à aller au travail était à peu près de 20%. Quand mon père revenait du marché et qu'il n'avait pas pu, parce que les bœufs n'étaient pas tout à fait aptes, qu'il n'avait pas pu les vendre comme, disons, quelque part, élément
fournissant l'énergie nécessaire aux travaux des grandes cultures dans le Bordelais, chez les betteraviers du Nord, eh bien, il disait il m'a fallu passer à la mort. C'était 20% de moins. Alors les gens de chez nous s'attachaient et résistaient à l'introduction du tracteur. Le tracteur est arrivé et les équipes du CNRS ont pu quand même, de façon organisée, scientifiquement élaborée, expliquer pourquoi, pendant des siècles, ils sont remontés au XIe, XIIe siècle, pourquoi, eh bien, il y avait eu dans ce territoire une démarche basée sur un collectif qui prenait en compte toujours les éléments naturels, vocation du territoire, qui avait su transmettre, à partir de notions culturelles, les conditions de la survie d'abord et d'une économie qui était déjà bien amorcée, puisqu'on parlait de race d'Aubrac, on parlait de fromage de l'Aïole et on parlait aussi des couteaux de l'Aïole, parce qu'ils étaient les objets, les produits, une race bovine avait su se doter d'une certaine notoriété. Alors, à ce moment-là, de façon un peu inconsciente, parce que c'était la période où débutaient ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, bien il fallait rentrer, si on voulait s'engager dans la profession d'agriculteur ou d'éleveur, il fallait rentrer dans les grands schémas nationaux, le modèle unique. Si vous voulez être performant, sachez vous appuyer sur quelques repères. C'était la mission de l'enseignement, de ceux qui étaient chargés de l'enseignement, mais aussi de la recherche et de la vulgarisation agricole. Alors ces points de repère étaient le rendement à l'hectare, la vitesse de croissance, la production par vache. Et je dois dire, pour ensuite expliquer ma conviction, que le territoire ne s'est pas fermé. Il s'est ouvert à ces propositions, à ces suggestions venues d'ailleurs et qui, à l'époque, correspondaient sans doute à nécessité. On sortait d'une période de pénurie. Le travail du CNRS, qui avait été condensé, réalisé et sauvegardé à travers un certain nombre de documents, il y a plusieurs documents, il y a un certain nombre de films qui méritent aujourd'hui la reprise et l'attention. Bien, on les avait garés dans nos bibliothèques ou nos archives, on ne les regardait plus, on disait, bon, ben, peut-être demain tout ça va rejoindre ce qui est destiné aux arts et traditions populaires, mais c'est une époque révolue. Et là, le territoire et cet espace très particulier qui s'étend sur 3 départements et 3 régions, l'Aubrac, eh bien, s'est engagé dans ce qu'on appelait les grandes voies. Heureusement, et très vite, on a compris que par rapport aux critères de performance, rendement à l'hectare, poids des carcasses, vitesse de croissance, on n'était pas compétitif. Et je me souviens avec d'autres agriculteurs avoir, au cours d'un voyage en Hollande, réagi par rapport à un secteur qui se trouvait tout près des polders. Et là, l'éleveur nous expliquait que pour ces vaches, c'était facile parce que l'herbe poussait 11 mois. Et là aussi, je me rappelle de l'image qui m'avait permis de constater que les vaches levaient la tête pour regarder passer les bateaux. Vous voyez, différence. Et puis, parallèlement, nous constations avec quelque appréhension, ce qui étions là, que les objectifs que se donnait cet agriculteur étaient les mêmes que ceux dans lesquels on avait tenté d'engager une région tout à fait différente. Je vous ai parlé des 3 à 4 mois maximum de végétation. Alors à ce moment-là, il y a eu une séquence. On était dans les années 70.
ou 3 épisodes, on peut dire, de 70 à 90, alors prenons 20 ans, qui font partie des 30 glorieuses. Bien, la mission qui était donnée au monde agricole, c'était dans un premier temps, de produire pour nourrir. Tout à fait louable, et cette mission reste une mission vraie que je tiens à considérer comme prioritaire. Produire pour nourrir. Puis il y a eu un autre épisode, une autre séquence, qui a été un peu assimilée à ce qu'on pourrait appeler produire pour produire. Et là, c'est sans doute cette deuxième phase qui a fait réfléchir des territoires comme l'Aubrac le jour où on a constaté que produire pour produire nécessitait un écoulement des produits, mais que cet écoulement de plus en plus s'appuyait non pas sur la filière agroalimentaire, mais sur la filière fiscalisée. Et j'ai le souvenir encore des périodes où on parlait des montagnes de beurre, des montagnes de poudre de lait, etc. Et puis il y a eu un autre épisode beaucoup plus traumatisant, et ça a été l'épisode du prion de la vache folle. Et là s'est ajoutée une troisième interrogation grave, qui était de dire, mais produire pour nourrir, très bien, produire pour produire, ça ne peut durer qu'un temps, mais est-ce qu'on va produire pour détruire? Et là, bien, je peux dire que des territoires qui ont pris conscience de ce qu'ils étaient, de ce qu'était leur vocation, qui ont pris conscience aussi que la production ne devait pas négliger le produit, et qu'il fallait peut-être faire un mouvement inverse par rapport à des périodes où on disait le produit se soumet à la production. Et vu les conditions de milieu, les éléments naturels que j'ai cités, nous sommes partis du principe qu'il fallait retrouver, comme avaient su le faire nos ancêtres, il fallait retrouver des repères où le produit serait bien soumis à la production. Alors pour cela, il y a eu un petit temps de flottement où on nous a dit, mais bon, les grandes préconisations nationales, internationales, venant surtout de l'Ouest, je me rappelle du plan Marshall, je me rappelle de ce qu'on appelait le modèle breton. Ces grandes orientations chez nous ne correspondent pas. Bien, il faut avoir le courage de refaire le cap. Il faut faire le cap si on veut le tenir. Et refaire le cap nous a conduit à regarder un peu plus vers l'Europe continentale. Et nous avons commencé par cette région, ici même, le Beaufortain, le Jura, où nous avons constaté que les agriculteurs avaient su, les éleveurs orientés sur la production laitière, avaient su faire évoluer leur génétique sans qu'il y ait rupture avec le patrimoine génétique. Ils avaient su faire évoluer, et c'est de là, si vous voulez, qu'est partie une action de remise en trajectoire et de démarche opérationnelle de nos productions, toujours appuyée sur le patrimoine local, mais pratiquée à partir d'une approche évoluée. Alors, je ne vous ai pas dit tout à l'heure que cette région a une vocation fromagère. Le fromage, comme ça n'a rien d'extraordinaire. Toutes les régions de montagne, à période de végétation courte, partant d'un produit essentiel à la survie des jeunes et des populations, mais produit fragile, eh bien, ont inventé le fromage pour conserver le lait. Vous savez, moi je suis là, on vous a présenté un buron, c'est un peu comme c'était les laboratoires d'époque.
Et je reste admiratif par ce tour de force que réussissaient ceux qui avaient en charge à la fois le troupeau, la transformation et la valorisation d'un produit fragile par excellence. Le lait a 1 jour et demi devant lui. Eh bien, après transformation, on passait du stade liquide au stade solide. On avait 1 kilo pour 10 litres. Ce kilo, c'est ce qu'on appelle la matière sèche utile. Eh bien, il avait 1 an et demi de vie devant lui. Donc, on pouvait déployer une production très saisonnière issue d'un produit à courte vie sur un élément qui pouvait s'inscrire dans la durée et dans le temps. Et ça n'est pas par hasard que les fromagers de la région de l'Aubrac ont trouvé ici même, avec les fromagers du Beaufortin ou du Jura, des partenariats, des complicités qui ont permis à cette région de refaire le cap. Alors aujourd'hui, après une phase de déclin à la fois de la race d'Aubrac, dont on disait qu'elle allait de façon obligatoire vers une disparition totale suite à la consanguinité. On était à un effectif de 15 000 vaches et les autres techniciens nous disaient que ça ne peut pas tenir longtemps parce qu'il y a consanguinité, vous n'avez pas la variabilité génétique nécessaire. Et puis, bon, il y a eu là aussi une réaction extrêmement dynamique à laquelle j'ai eu la chance de participer. Et progressivement, on a mis en place sur un type de bovins qui avait été façonné par les conditions de milieu, on a mis en place des schémas de sélection. Et il est apparu, je dois à la vérité de dire qu'il y a eu quand même en 1976 un éminent directeur de l'Institut national de la recherche agronomique qui a dit « Halte, votre schéma qui consiste à faire fonctionner l'élevage en France avec 2, 3, 4 races au maximum, il faut l'arrêter parce qu'il y a à travers les races locales des gènes qui peuvent apparaître tout à fait performantes dans des perspectives d'utilisation plus autonomes et plus économes. » Et une race rustique, une race qui a dû trouver son équilibre et son autonomie à partir des seules conditions du milieu, qui n'avait pas recours à des apports extérieurs, eh bien, s'avère aujourd'hui capable de donner des équilibres comparables à d'autres races dans de nombreuses régions, y compris à l'extérieur de l'Hexagone. 15 000 vaches, 18 000 vaches, en 1980, il y en a 150 000 aujourd'hui. Et la reprise et l'expansion est continue. Alors, on reste dans l'identitaire. Je peux faire la même démonstration, si vous voulez, à partir d'un objet local qui a été voué à la disparition. C'est le couteau de l'aïeul, mais je ne sors pas de cette relation entre l'homme, l'éleveur et le troupeau. Et dans des pays durs où il faut tirer parti de tout, comme on dit, quand on tira parti de tout, eh bien les sous-produits devenaient produits nobles. La corne était transformée en couteau de l'aïeul et il y a eu cette période où l'artisanat local a connu une ère de prospérité. Mais malheureusement, peut-être parce qu'on n'a pas su évoluer pendant un temps et justement apporter de la modernité à la tradition, les couteaux ont eu leur période difficile et de quasi-disparition. Et puis en 1984, une reprise s'est affirmée. Et aujourd'hui, la fabrication des couteaux constitue pour ce territoire une des bases essentielles de la vitalité locale. Alors, ce sont quelques éléments que je mets en avant. Et en parallèle de cet inventaire
ou de cette exploration réalisée par le CNRS en 1960, il y a à peu près 2 ans, un travail basé sur une auscultation du territoire, si l'on peut dire, réalisé par le CEMAGREF de Clermont-Ferrand, qui a dit, mais sur l'Aubrac, il y a un panier de biens, et ces biens sont bienfaisants. Je vais essayer de vous dire de quoi. D'abord, je n'ai pas à vous redire de quoi se compose ce panier. Vous le devinez, il y a maintenant des démarches sous signe officiel de qualité en ce qui concerne les produits carnés race Aubrac. La période vache folle a eu un effet bénéfique. Les éleveurs ont compris que la viande rouge ne devait pas être qu'une simple protéine alimentaire. Il fallait qu'elle apporte d'autres valeurs, d'autres garanties. Donc on a entrepris là aussi de soumettre le produit à la production avec des conditions draconiennes au niveau de l'alimentation du troupeau. Et puis, dans le panier, il y a un fromage qui avait quasiment disparu, 25 tonnes en 1960, 800 tonnes actuellement. Il a fallu du temps pour reconstituer cet inventaire, si vous voulez, qui était de 1000 tonnes au début du siècle dernier. Et puis, il y a eu aussi, et de plus en plus, des éléments qui ont trait à la gastronomie locale. Il y a eu un plat qui est le plat emblématique par excellence, qui nous surprend tous les jours. Je crois avoir initié un partage très large de ce plat qui s'appelle l'aligot. Je l'ai initié à un moment où il était encore un peu coincé dans son vendredi. Un peu coincé dans son vendredi. Vous savez, il est devenu, autant que le couteau, le plat emblématique, et ça remonte à des temps très anciens, et c'est l'étymologie du mot aligot qui nous a permis de bien situer la trajectoire et le parcours de ce plat emblématique. Ça nous ramène, je crois qu'il y a une image qui présente la domerie d'Aubrac, qui avait été installée là pour soutenir et aider les pèlerins qui cheminaient depuis à Conques via Saint-Jacques-de-Compostelle. Entre parenthèses, je vous dirais qu'entre retour, et ça fait partie des situations un peu imprévues, l'an dernier à Aubrac, 30 000 pèlerins ont défilé, et de temps en temps, j'ai un peu de temps maintenant, je vais à Aubrac et puis j'aime bien le contact avec des gens qui viennent de tous les pays, pour des motivations très diverses et qui cheminent. Et ce tronçon classé au patrimoine de l'UNESCO est, paraît-il, très valorisant, le tronçon qui va du Puy à Conques. Alors, l'aligot. Il faut savoir qu'il y avait, d'ailleurs, on se dispute quelquefois un peu l'authenticité des chemins. Ce que je dis pour apaiser tout le monde, c'est qu'il devait y avoir une route d'hiver et une route d'été. La route d'été était la plus courte, on prenait la ligne droite et on allait du Puy à Conques dans les meilleures conditions. De temps en temps, paraît-il, il fallait protéger les pèlerins, il fallait surtout les nourrir. Il fallait surtout les nourrir parce que la distance était longue et ce positionnement de la domerie d'Aubrac, dont j'aime rappeler qu'il était à l'origine l'œuvre non pas d'un gars du pays, mais d'un comte des Flandres, qui était passé par là et qui avait dit ce chemin, c'est le vrai, c'est le bon, il faut lui donner autant de sécurité qu'on puisse en espérer. Et on installe là une congrégation de moines qui étaient un peu des moines, on les appelait les moines chevaliers d'Aubrac. Ils avaient une mission d'assistance, mais aussi de maintien de l'ordre, semble-t-il. Et ce qu'on sait, on a retrouvé sur des documents de l'époque, on a retrouvé des éléments qui démontrent qu'on pouvait toujours passer par Aubrac. Il y avait quelques risques à la fin de l'hiver ou au début de l'hiver, il y avait quelques risques liés à la tourmente, aux loups ou aux brigands, mais on avait prévu quand même de sécuriser au maximum, puisqu'il y avait aussi sur la domerie la cloche des perdus
qui sonnait en permanence par temps de brouillard, mais la cloche ne nourrissait pas son homme, il fallait quelque part leur permettre d'aller plus loin. Et il se présentait en demandant quelque chose à manger, quelque chose en latin aliquid, déclinaison aliquot, aligot en occitan. Et donc on a des éléments qui attestent de façon véridique ce qu'on pourrait classer comme étant une belle légende. Dans nos communes respectives, on a des documents historiques qui nous disent que dans les périodes de disette, les mendiants tentaient de se rapprocher d'Aubrac parce qu'en ce lieu perdu en pleine montagne, il y avait toujours quelque chose à manger. Et là, on avait stocké quelque chose à manger, qu'est-ce que ça pouvait être? On avait stocké du fromage, même pas. Elle n'était pas là à l'époque. C'était même pas les patates. C'était du pain. Le pain qui peut-être avait durci un peu, qui avait du mal à... Bon, le fromage, dans la démarche de report, vieillissait plus ou moins bien. Eh bien, on mélangeait, on faisait cuire, et là, on avait le plat du jour permanent. Passé par Aubrac, il y a toujours quelque chose à manger, alors quelque chose à liquide, à licote. Puis, les pèlerins ont cessé, ils reviennent, mais pendant un temps, il y a eu interruption. Et ce sont les buronniers, les hommes qui travaillaient le lait, travaillaient le fromage, qui ont maintenu ce produit, parce qu'il faut savoir que quand le fromage était en cave, ceux qui l'avaient fabriqué, il n'y avait pas accès. Il n'y avait pas accès, c'était d'une rigueur absolue que j'ai connue les dernières années de fabrication en buron. Et pour détourner un peu cette contrainte, il faut savoir que l'aligot n'est pas fait avec un fromage fini. Il est fait à partir du stade intermédiaire, qu'est ce qu'on appelle chez nous la tome, qui n'a rien à voir avec tome de Savoie ou tome des Pyrénées, qui sont des fromages finis, répertoriés, homologués. Chez nous, la tome, c'est l'élément, c'est le cahier pressé qui va servir à la fabrication du fromage. On prenait un peu de tome, on faisait un aligot, mais on n'avait pas touché au fromage qui était en cave. Et puis, dans une période un peu plus récente, l'aligot, je l'ai bien connu, on l'a bien connu, mon épouse peut en attester, le plat du vendredi. Plat du vendredi. Et je ne sais pas s'il faut dire les fidèles de chez nous se donner bonne conscience. Il est parti, je ne me rappelle plus comment s'appelle le vicaire général. Il est parti, il se donnait bonne conscience en disant « je respecte l'abstinence ». Mais en même temps, il disait « bravo, demain c'est vendredi, je mangerai de l'aligot ». Et nos parents allaient tous se donner, c'était un beau prétexte d'aller voir le troupeau parce qu'on ramenait un peu de tome dans les familles, dans les maisons où on fabriquait l'aligot du vendredi. Et ayant participé à la création de la coopérative qui a pris le relais des burons, je me souviens de la période du début où tous les jours, les gens qui donnaient du lait, tous les jours, tous les jeudis précisément, les gens qui donnaient du lait avaient droit à un petit bout de tome pour fabriquer l'aligot du vendredi. Alors que se passe-t-il à un moment donné? Vous aurez vite compris, décision du Vatican, abolition de l'abstinence. Abolition de l'abstinence, d'un seul coup, la consommation d'aligot chute de plus de 50%. Elle disparaît quasiment. Alors la réaction des éleveurs, réaction culturelle, je ne sais pas comment il faut dire, elle n'était même pas rituelle, elle était culturelle, ils disent... Mais ce plat, les touristes commencent à s'y intéresser. Est-ce qu'il faut le laisser disparaître? Alors la coopérative, la filière fromagère, prend la décision de donner de la tome à qui voulait bien fabriquer un aligot géant. La coopérative s'est arrêtée très vite de donner, parce qu'à partir de là, une expansion considérable. Et aujourd'hui, on dit avec le recul que le pape... C'était le pape Jean XXIII, le bon pape Jean XXIII, n'a pas liquidé l'aligot, il l'a libéré. Et je peux vous dire que l'expansion de ce produit qui est à la fois dans la tradition et la modernité, parce que c'est un produit dynamique, il y a l'esthétique du produit. Dans le panier, je reviendrai à l'aligot parce que je crois que ça explique beaucoup de choses. Dans le panier,
dont je vous ai parlé, la valeur des produits, eh bien, ne repose pas que sur leur teneur. Les couteaux ne sont pas vendus au kilo. Les fromages ou les produits carnés, je ne parlerai pas des éléments de la gastronomie locale. Si vous voulez, si on restait limité à la teneur, on prendrait pour le fromage le cours des matières grasses, des matières protéiques, et ça n'irait pas bien loin. Il y a longtemps qu'on ne fabriquerait plus de fromage. Mais il faut savoir que dans le panier, les valeurs autres qu'on a pu identifier, j'ai eu la chance au sein de l'Institut national des appellations d'approfondir un peu. Et d'ailleurs, c'est un élément déclic par rapport à la revendication de produits de terroir. Ces valeurs autres s'appuient sur du sensoriel, du culturel, de l'émotionnel, de l'esthétique, en considérant que l'esthétique du produit eh bien, doit être en cohérence avec l'esthétique de l'environnement dans lequel il a été élaboré. Et par rétroaction, on a un effet positif sur l'environnement. Voilà. Et ces valeurs ne se mesurent pas mécaniquement. Et il a fallu du temps pour le faire admettre. Parce qu'on ne considérait de valable en matière d'économie que tous ceux qui pouvaient se mesurer, se peser ou s'analyser en laboratoire. Et c'est là que, si vous voulez, intervient la différence entre une démarche produit générique ou une démarche produit spécifique. Les deux ont leur raison d'être. Il faut éviter de substituer l'un à l'autre, il faut éviter les confusions. Et je reviens à l'aligot pour vous dire que si l'aligot ne file pas, eh bien on peut définir une valeur qui le ramène à une triste purée. Je dirais aussi que c'est un plat moderne, actuel, et je vous donnerai là aussi une image forte que j'ai vécue tout récemment, à l'initiative de l'un de nos compatriotes parisiens qui tient comme beaucoup de gens de chez nous. J'ai omis de vous dire que peut-être le fonctionnement de l'Aubrac avait été consolidé par ce mouvement migratoire sur Paris. Ça fait partie, et les chercheurs du CNRS l'ont bien positionné. Alors, on a aujourd'hui des compatriotes qui tiennent un bon positionnement sur la capitale. L'un d'entre eux, dont je ne dirai pas le nom, est situé tout près des Champs-Élysées et nous a dit « Je veux, autour de l'Aligot, faire un événement. » Ah bon, je dis « Aligot, on a l'habitude, on peut t'aider à réussir cet événement. » Mais il y a une chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'est qu'on est venu à Colombes dans un espace tout à fait adapté et l'un de nos éleveurs était chargé de mission. Ce jour-là, il fallait un aligot pour 600 personnes. Il est arrivé avec sa bassine d'aligot. Et puis il a entrepris de tirer le fil de l'aligot. Il y avait auparavant, avant 1960, il y avait Germaine à Aubrac, une restauratrice de légende, on peut dire, qui avait maintenu, même dans la période de crise, qui avait maintenu la notoriété de l'aligot. Et il y avait un cérémonial chez elle où elle s'installait auprès de ses convives avec une bassine en cuivre superbe. Elle tirait le fil, mais elle disait, voyez, j'y mets toute ma bonne volonté, mais je ne peux pas le couper de son terroir. Je tire, et alors, elle disait, portez-moi une chaise. Elle montait sur la chaise, et elle montait désespérée sur la table. Le fil de l'aligot, mais ça touchait le plafond, et en désespoir de cause, elle appelait une de ses assistantes, qui lui portait sur un coussin de velours rouge des ciseaux dorés. Ils n'étaient pas en or. Et elle coupait le fil de l'aligot. Mais ça pouvait représenter un fil de 2,10 mètres. À Colombes, il y avait derrière le fil de l'aligot, avant qu'il soit amorcé, l'équipe de France de gymnastique, avec des médaillés de Pékin. Et de main en main, ils ont entrepris de tirer l'aligot. Un mât de mesure, aux côtés du mât de mesure, un huissier, et qui a mesuré le fil à 4,10 mètres, fil d'aligot. Bien, écoutez, ceci pour vous dire que
dans la valeur des produits, des éléments qui ne sont pas mesurables, bien il y a l'esthétique du produit ou tout ce que peut développer la présentation de ce produit. Voilà. Un mot encore pour vous dire que ce territoire a retrouvé un souffle d'économie. Et c'est dû à l'initiative d'acteurs économiques. Les éleveurs, les gens chargés du tourisme, les commerçants. Michel Bras a joué un rôle et a donné un signal fort. Combien de fois je l'ai entendu dire, mais j'espère que les consommateurs, les touristes ne vont pas se comporter comme des individus atrophiés qui seraient devenus aveugles de leur papille ou de leur palais. Pourquoi y aurait-il un désintéressement de cet aspect culturel? Et aujourd'hui, il a contribué utilement à la notoriété du territoire. La pogne. À la foisse de l'aïeul, ça fait partie. Ben ça fait pas. Elle est dans le panier, avec le couteau qui permet de couper la foisse. Voilà. Alors c'est tout un ensemble qui représente une valeur. Ça c'est très précis et très bien mesuré, qui se situe entre 30 et 35% que ce que serait la stricte teneur des produits. Et le territoire a retrouvé un souffle qui se traduit par une économie plutôt dynamique. Les éléments qu'avait analysés de façon scientifique le CNRS et qui étaient vivriers à l'origine ont changé de destination. À l'origine, ils répondaient à une demande fondée sur le besoin. Aujourd'hui, ils répondent à une demande fondée sur le désir. Et on se rend compte de plus en plus que ce territoire qui subit malgré tout un déclin de l'activité dominante par rapport au nombre d'actifs des agriculteurs. Là, je vous assure, on a parlé de restructuration de collectivités, les restructurations d'exploitation, suite à la mécanisation, c'était inévitable. Bien, il y a le tourisme qui monte en puissance et qui constitue un relais assez décisif qui permet d'envisager un cadre de vie. Je trouve que les restructurations, et vous m'avez entendu le dire hier, les restructurations au niveau de l'organisation territoriale, ces 36 000 communes, etc., n'ont pas provoqué ce ressort. Ce sont les acteurs et c'est le territoire qui s'est pris en main pour refaire le cap d'abord, pour, tout en s'appuyant sur son patrimoine, s'ouvrir à la modernité et se mettre à l'écoute des aspirations du consommateur et de la société. Voilà, alors un mot sur le tourisme. Un mot sur le tourisme. J'en ai terminé, pour dire que tout touriste est un consommateur potentiel. Et là, depuis que les producteurs, les éleveurs, ont entrepris de passer d'une réconciliation à une situation de complémentarité, il y a une dynamique. L'Aligo, qui est distribué depuis 1984 par Picard d'abord et par d'autres, doit son expansion au tourisme. Et on peut même considérer qu'il y a, c'est un moyen de promotion et de diffusion, de communication. Il y a de plus en plus de consommateurs militants parce qu'ils ont voulu tout savoir et parce qu'on a pu tout leur montrer de ce qu'était une démarche qui conduisait la production à se soumettre aux produits. Je ne rentrerai pas dans le détail pour vous dire qu'il a fallu supprimer le maïs, l'ensilage, etc. et apprendre à travailler le lait cru, pour ce qui est de la production fromagère. Voilà, une simple conclusion qui m'a été rappelée hier, à un moment où nous nous efforcions d'accéder au Arc 2000. C'est bien ça, Arc 2000, dans la tourmente. Dans la tourmente, vous savez, ces situations, vous les appréciez, vous les avez vécues, où levant la tête, regardant devant soi ou au pied, c'est pareil.
Et je me suis rappelé d'une recommandation de mes parents, qui quand j'allais à pied à l'école, il fallait faire 2 kilomètres, et on me le disait en patois parce que je suis allé à l'école, je ne savais pas parler français, merci de votre bienveillance, je ne savais pas parler français, et mes parents me disaient, si tout à coup tu es pris, et vous savez que sur l'Aubrac, il n'y a pas ces barrières de relief. On voit quelquefois 50 cm de poudreuse balayée et puis comblant les fossés, etc., effaçant tout. Et la recommandation était la suivante. C'est-à-dire, quand tu seras dans cette situation, assez tôt, retourne-toi, mets tes pas dans tes traces, ça te permettra de retrouver le chemin, te mettre à l'abri, de retrouver le chemin. Et je crois pouvoir dire que par rapport à son économie, à sa culture et à sa mission d'avenir, c'est ce qu'a fait le territoire d'Aubrac, sans qu'il y ait pour autant, pour lui, nécessité de porter des sabots de bois. Merci.